Avez-vous déjà essayé de passer un fil dans le chat d'une aiguille sous un mauvais éclairage? Faites-le maintenant même, pour comprendre l'ampleur du mensonge qu'on nous sert depuis les bancs de l'école. Et maintenant, imaginez que ce fil est 3 fois plus fin qu'un cheveu humain, et que le chat de l'aiguille est invisible à l'œil nu. L'histoire officielle affirme qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsque les seules sources d'éclairage disponibles étaient les bougies de suif et les torches fumantes, des paysannes analphabètes produisaient des kilomètres de dentelle avec une densité de tissage que même les machines-outils de haute précision à commande numérique ne peuvent reproduire aujourd'hui. On nous dit que c'était du travail manuel. On nous dit que c'était des fuseaux et des aiguilles. Mais si vous prenez un objectif macro en main et examinez la structure de la dentelle de Bruxelles ou du dipur de Venise de cette époque, vous ne verrez pas du textile. Vous verrez une construction d'ingénierie dont la précision se mesure en microns. Ce n'est pas de l'art du tricot. C'est un absurde technologique qui détruit toute la chronologie du développement de l'humanité. On nous persuade que nous descendons d'ancêtres primitifs qui vivaient dans la boue et l'obscurité. Mais ces ancêtres portaient à leurs manchettes des technologies qui devancent notre époque de siècles. Vous avez été trompés, et l'ampleur de cette tromperie se cache non pas dans les gigantesques pyramides, mais dans ce qui repose sous verre dans chaque musée local. Mettons de côté les émotions et activons une logique sèche et des mathématiques. Prenons la célèbre dentelle point de gaz. Les experts en textile admettent que l'épaisseur du fil dans de tels ouvrages ne dépasse souvent pas 20 microns. Pour comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain varie de 50 à 70 microns. Autrement dit, on nous demande de croire que des femmes, sans lumière électrique ni instruments optiques grossissants, travaillaient avec un matériau qui se trouve littéralement à la limite de la visibilité. La version officielle affirme que les dentelières travaillaient dans des caves humides pour que le fil ne sèche pas et ne se rompe pas, et utilisaient des boules de verre remplies d'eau pour focaliser la lumière de la bougie. Cela sonne romantique jusqu'à ce que vous essayiez de le reproduire en pratique. Tout ophtalmologiste vous dira que sous une telle charge sur les yeux, la cécité totale surviendra en 3 ans, maximum 5. La rétine de l'œil brûlera simplement sous la tension. Cependant, l'histoire nous assure que c'était une production de masse. Des milliers de maîtresses prétendument tissaient ces chefs-d'œuvre pendant des décennies. Où sont les millions de vieilles aveugles dans les chroniques historiques? Où sont les émeutes sociales des handicapés de la vue? Elles n'existent pas. Soit les gens du passé avaient une vue comme celle des aigles, capables de fonctionner en mode microscope, soit ces objets n'étaient pas créés par des humains. Ou du moins, pas à la main. Regardez les motifs géométriques complexes de la dentelle d'Alençon. Il n'y a pas d'erreur. Dans le travail manuel, il y a toujours le facteur humain. La main tremble, le fil est un peu plus tendu, une asymétrie microscopique. Dans les échantillons muséaux du XVIIIe siècle, nous observons une idéalité machinique. Chaque nœud est identique au précédent. La densité des points atteint des milliers d'unités par centimètre carré. Si l'on transpose cela au temps nécessaire pour nouer un seul nœud à la main, la fabrication d'une seule robe de mariée, conservée au Metropolitan Museum, aurait requis environ 200 ans de travail continu d'une personne sans sommeil ni repos. Comprenez-vous l'absurdité de cette arithmétique? On nous dit qu'une équipe d'une centaine de personnes travaillait sur la robe. Bien, divisons 200 ans par 100 personnes. Nous obtenons 2 ans. Mais comment 100 personnes peuvent-elles travailler simultanément sur un seul morceau de tissu, sans se gêner mutuellement et en maintenant une tension uniforme du fil, qui change même avec l'humidité des mains? C'est technologiquement impossible avec un travail manuel. Tout technicien de production de couture le confirmera.
Une main différente de maître donne une densité différente. Et sur les anciennes dentelles, la densité est uniforme sur toute la longueur, que ce soit 5 mètres ou 50. C'est un monolithe. C'est de l'estampage ou de l'impression 3D au niveau moléculaire, accessible à cette civilisation. Réfléchissez à l'économie de ce processus. Si l'on croit les historiens, ces dentelles valaient des fortunes entières. Mais qui pouvait se permettre d'entretenir une armée de travailleurs hautement qualifiés, même s'ils devenaient aveugles, pour un morceau de tissu qu'on peut déchirer en accrochant une poignée de porte? Le modèle économique de production d'un tel niveau de complexité, avec un travail manuel, est non rentable, même pour les rois. Pour créer un mètre carré de tissu de cette détail à la main, il faut des dizaines de milliers d'heures hommes. C'est une ressource colossale. Dans notre monde, de tels coûts sont justifiés seulement pour la création de microprocesseurs ou de satellites spatiaux. Et là, c'est simplement un col. Simplement des manchettes. Les gens portaient sur eux l'équivalent du budget annuel d'une petite ville. Et c'était considéré comme normal. Peut-être parce que pour eux, la production de ces objets ne représentait pas d'effort. Peut-être que ce que nous appelons dentelle manuelle était pour eux un produit ordinaire des usines automatisées qui fonctionnaient sur des principes oubliés ou détruits après une catastrophe globale. Nous regardons les portraits des nobles de cette époque et nous voyons qu'ils sont littéralement enveloppés dans ces tissus impossibles. Ce ne sont pas des artefacts uniques, c'est une mode de masse. Des tonnes, des millions de mètres de tissu le plus fin. D'où vient une telle quantité de matières premières de cette qualité? Le lin, dont on affirme qu'il servait à faire les fils, devait subir un traitement au niveau d'un laboratoire chimique moderne pour donner une fibre d'une telle finesse et d'une telle résistance. Essayez de fendre manuellement une tige de lin jusqu'à l'épaisseur d'une toile d'araignée. Elle se rompra. Il faut des machines, des réactifs, des technologies de contrôle qualité. Où sont ces usines? Où sont les plans des machines? Les historiens nous montrent des primitifs métiers affilés en bois et disent « Voici avec ça qu'ils ont fait les chefs-d'œuvre ». C'est exactement la même chose que de montrer une hache de pierre et dire qu'on a assemblé des montres suisses avec. On nous prend pour des idiots, en nous servant des images populaires au lieu de la vraie documentation technique. Il y a encore un moment qui donne la chair de poule, la symbolique et les motifs. Si vous agrandissez l'image d'une ancienne dentelle, vous verrez des fractales, des structures mathématiques complexes, auto-répétitives, qui n'ont été découvertes par la science officielle qu'au XXe siècle, avec l'apparition des ordinateurs. Une paysanne d'une province française du XVIIIe siècle ne connaissait pas la géométrie fractale. Elle ne pouvait pas garder en tête le schéma d'un motif qui se répète avec une progression mathématique sur une surface de plusieurs mètres carrés. Pour cela, il faut de la puissance de calcul. Soit le cerveau des gens de cette époque fonctionnait comme un ordinateur, soit un programme le faisait pour eux. Les motifs sur les dentelles rappellent souvent des schémas de circuits imprimés ou des figures d'interférences ondulatoires. Et si ces vêtements remplissaient non seulement une fonction décorative? Et si nous regardons des dispositifs techniques, des costumes de protection ou des résonateurs dont nous avons perdu le principe d'action, ne laissant que le cargo culte de « la jolie chiffonnade ». Ce que nous voyons dans les musées, c'est les restes du luxe d'une civilisation plus avancée. L'histoire officielle est un écran masquant la dégradation. On nous explique que le progrès va de manière linéaire, du simple au complexe, de la peau de mammouth au nylon. Mais les dentelles du XVIIe siècle sont plus complexes que les tissus modernes. Elles sont de meilleure qualité, plus durables et plus fines. C'est une involution. Nous avons perdu des technologies et non acquis. Ceux qui ont réécrit l'histoire n'ont pas pu détruire toutes les preuves matérielles.
Ils ont donc inventé la légende du grand maîtrise des ancêtres, une fable commode. Elle flatte notre vanité, genre « quelle talentueuse arrière-grand-mère nous avions ». Mais cette fable s'effondre en poussière dès que vous prenez un micromètre et une calculatrice en main. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. S'ils nous ont menti sur les chiffons, imaginez de quoi ils nous ont menti concernant la construction des villes, la population réelle et les vraies causes de la dépopulation de continents entiers. Plus loin, nous examinerons les faits qui vous feront frémir, en comprenant dans quel profond gouffre technologique nous nous trouvons par rapport à ceux qui vivaient ici il y a seulement 300 ans. Plongeons dans la physique même du processus sur lequel les historiens nous mentent si effrontément. Nous avons parlé de la vue, mais qu'en est-il des matériaux? La version officielle affirme que toutes ces dentelles impalpables étaient tissées avec du fil de lin ou de coton. Avez-vous déjà vu du lin brut? C'est une fibre végétale rigide et grossière. Pour la transformer en fil de l'épaisseur d'une toile d'araignée, il ne suffit pas d'un simple fuseau et de doigts agiles. Il faut un processus chimico-technologique extrêmement complexe de scission des fibres, appelé macération, mais à l'échelle industrielle utilisant des enzymes et des acides dont on prétend qu'on n'avait même pas entendu parler au XVIIIe siècle. Si vous prenez un échantillon muséal de dentelle sous un microscope électronique, vous verrez la structure du fil qui contredit toutes les lois du filage manuel. Le fil est parfaitement régulier sur toute sa longueur. Il n'a ni épaisseur, ni nœud, ni duvet caractéristique d'une fibre naturelle torsadée à la main. C'est un monofilament, ou un polymère, ou une cellulose modifiée ayant subi une extrusion, un passage à travers des filières microscopiques sous une pression énorme. Autrement dit, nous parlons de technologie d'usine de niveau fin du XXe siècle, et on nous montre un fuseau en bois. Un fait encore plus accablant, ce sont les outils. Supposons que nous ayons cru au conte de fées du lin miracle. Mais avec quoi tissait-elle ces motifs? Si c'est de la dentelle à l'aiguille, l'aiguille doit être plus fine que le fil lui-même. Rappelez-vous les 20 microns. L'aiguille doit être en acier légué ultra résistant pour ne pas se plier ni se casser à une telle finesse. Mais le plus intéressant, c'est le chat de l'aiguille. Comment, je vous prie, un forgeron du XVIIIe siècle, maniant marteau et enclume, pouvait-il percer un trou de quelques microns de diamètre dans de l'acier trempé? Il n'existait pas de forêt de cette épaisseur, pas de laser, pas de machine électro-érosive. Même en supposant qu'un gaucher génial en ait fabriqué une, pour produire des tonnes de dentelle, il en faut des millions. Cela nécessite une production métallurgique de masse hautement précise. Où sont ces usines? Où sont les scories? Où sont les fours? Où sont les machines-outils pour usiner le micro-outillage? Ils n'existent pas. Les historiens haussent les épaules et disent « Le secret est perdu ». Comme c'est commode. Le secret de la construction des pyramides est perdu. Le secret de la maçonnerie polygonale est perdu. Le secret des micro-aiguilles est perdu. N'est-ce pas trop de pertes pour une civilisation qui était censée se développer de manière continue? Passons aux échelles. Dans n'importe quel grand musée d'Europe sont conservés des kilomètres de ces dentelles. Les cours royales, la noblesse, le clergé, tous étaient couverts de la tête aux pieds. Calculez le métrage. C'est des centaines de milliers de kilomètres de fils. Ce sont des volumes industriels. Si c'était fait manuellement, toute la population féminine d'Europe de 5 à 80 ans devrait se consacrer uniquement au tissage de dentelles 24 heures sur 24, sans s'interrompre pour manger, dormir ou élever les enfants. Mais nous savons que la population à cette époque était plusieurs fois inférieure à l'actuelle. Qui cultivait alors le pain? Qui faisait la guerre? Qui construisait les villes? Le modèle démographique de la production manuelle de dentelle ne résiste à aucune critique.
Les chiffres ne concordent pas. La seule explication logique, c'est la production mécanique. Il existe des gravures étranges de cette époque que les historiens préfèrent ne pas mettre en avant ou interprètent comme des allégories. Sur elles sont représentées d'immenses salles avec des rangées de mécanismes incompréhensibles, où il n'y a pas d'humain, mais le processus continue. La science officielle appelle cela des fantasmes d'artistes. Mais et si c'était des croquis documentaires d'ateliers automatisés? Des métiers à tisser fonctionnant à une énergie inconnue de nous, peut-être à l'eau, peut-être à l'électricité atmosphérique dont parlent tant les chercheurs d'histoire alternative. La dentelle, ce n'est pas simplement un ornement. C'est un produit d'une civilisation hautement technologique, capable de produire en série des polymères complexes au mètre. Et ce qu'on nous appelle fuseaux, ce n'est peut-être qu'une pitoyable tentative des descendants sauvages d'imiter un processus qu'ils avaient vu chez leurs prédécesseurs, mais dont ils ne comprenaient plus le sens. C'est un cargo culte. Nous avons pris des bâtonnets et commencé à les taper, en espérant obtenir le même résultat que la machine. Mais nous n'avons eu qu'une grossière parodie, que l'on présente aujourd'hui comme du artisanat populaire. Regardez la densité de population en Europe après la peste et les guerres incessantes du XVIIe siècle. Les villes étaient à moitié vides. Qui étaient ces millions de tisseuses invisibles? D'où venaient les ressources? La logistique de matières premières pour un tel volume de production exige un réseau de transport développé, qui, selon la version officielle, n'existait pas. Par mauvais temps, on ne transporte pas grand-chose en charrette. Donc, il existait d'autres corridors de transport ou principes de livraison, ou bien la production était localisée dans des complexes gigantesques que nous prenons aujourd'hui pour des palais ou des cathédrales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'anciens bâtiments ont de si énormes fenêtres et de si hauts plafonds? Pour y habiter, c'est irrationnel, on ne peut pas le chauffer. Mais pour un atelier, où l'on a besoin d'éclairage naturel et d'évacuation de la chaleur des mécanismes en fonctionnement, c'est idéal. L'Ermitage, le Louvre, Versailles. Et si initialement ce n'étaient pas des appartements royaux, mais des corps de production, des usines de beauté et de technologie, qui ensuite, après la catastrophe et le changement de pouvoir, ont été reconvertis en logements pour la nouvelle élite qui a conquis le monde. On nous force à croire que le summum des technologies du passé était la machine à vapeur et le fuseau. Mais les artefacts crient le contraire. Les dentelles sont une preuve de haute technologie, tout comme le microprocesseur. C'est juste que nous avons l'habitude de voir les technologies en métal et en plastique, et non en fil. Mais le niveau de complexité de l'organisation de la matière dans ces ouvrages est supérieur à celui d'un smartphone moderne. Le smartphone, c'est de l'estampage. Alors que la dentelle du XVIIIe siècle a une topologie difficile à calculer, même pour les superordinateurs modernes. Il y a des nœuds impossibles à faire avec les doigts, parce que l'extrémité du fil doit passer à travers une boucle plus petite que l'épaisseur du fil lui-même. C'est un paradoxe topologique pour l'espace tridimensionnel, si on travaille à la main. Mais c'est une tâche résolue pour une imprimante 3D qui construit la matière couche par couche. Sentez-vous la vision du monde s'effondrer? Nous sommes face aux faits. Soit nos ancêtres étaient des extraterrestres avec des microscopes dans les yeux, soit il existait ici une puissante civilisation industrielle qu'on a effacée de la surface de la Terre, nous laissant seulement sa garde-robe. Et cette garde-robe, nous la portons usée, en inventant des contes absurdes sur des grands-mères aveugles avec leurs fuseaux. Mais le plus terrible est à venir. S'ils pouvaient faire de tels tissus, quelle était leur médecine? Quelles étaient leurs armes? Et surtout, où sont passées toutes ces machines capables de tricoter au niveau nanométrique?
Nous approchons du point de non-retour dans notre enquête, où les incohérences techniques se transforment en tragédie historique globale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mode a si brutalement dégénéré au XIXe siècle? Comparez les portraits du début du XVIIIe siècle et du milieu du XIXe. Sur les premiers, nous voyons des créatures éthérées enveloppées d'une mousse impalpable faite de cette dentelle impossible, de tissus de brocart complexes qui irisent comme des hologrammes. Et que voyons-nous seulement 100 ans plus tard? Du velours lourd, du drap grossier, des cotons primitifs et des corsets qui enferment les femmes dans une armure. Où est passée la légèreté? Où ont disparu les nanotechnologies textiles? L'histoire officielle nous parle de révolution industrielle, de machines à vapeur, de progrès. Mais les yeux voient l'inverse. Nous voyons un recul technologique. Si les machines se perfectionnaient, pourquoi la qualité des tissus a-t-elle chuté de manière si drastique? La réponse est terrifiante, mais logique. Une catastrophe a détruit la base productive de la civilisation précédente. Ce que nous appelons révolution industrielle du XIXe siècle n'était pas l'invention de nouveau, mais une tentative maladroite de réanimer les restes de technologies trouvées dont les nouveaux maîtres du monde ne comprenaient que partiellement le principe de fonctionnement. Appelons les choses par leur nom. Ces kilomètres de dentelle dont les coffres de la noblesse européenne étaient remplis n'ont pas été produits à leur époque. C'était un héritage. C'étaient des stocks de produits finis, trouvés dans les villes-usines ayant survécu au cataclysme. Imaginez que notre civilisation périsse et que 200 ans plus tard, des sauvages trouvent un entrepôt d'iPhone. Ils les porteront comme bijoux, prieront devant eux, mais ne pourront en produire un seul nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé avec les dentelles. L'aristocratie de l'époque moderne était en substance des pillards qui se sont habillés avec les vêtements des dieux. Ils portaient les réserves qui étaient prévues pour une population millionnaire d'une ère hautement développée, mais qui sont tombés entre les mains d'un petit groupe d'usurpateurs survivants. C'est précisément pourquoi les dentelles valaient leur poids d'or, non pas à cause du travail manuel fastidieux, mais à cause de leur irremplaçabilité. Quand l'entrepôt se vidait, le prix montait aux nues. Quand la dernière machine encore capable de produire ce bien se cassait, on déclarait le secret perdu. Regardez à nouveau la physique des motifs. Nous avons parlé de fractales, mais il y a une couche encore plus profonde. Beaucoup d'ornements des anciennes dentelles reproduisent exactement les figures de cladmie, les motifs formés par du sable sur une plaque vibrante sous l'effet d'ondes sonores de fréquences déterminées. C'est ce qu'on appelle la cimatique. Cela signifie que ces structures n'étaient pas créées en tissant fil par fil, mais par une méthode d'impact ondulatoire sur la matière. Imaginez une technologie où la forme est dictée par le son, la vibration, la fréquence. Un polymère liquide ou une organique spécialement préparée se solidifie en un instant, adoptant la forme d'une onde stationnaire. Cela explique la symétrie parfaite et la précision inhumaine. Cela explique l'absence de nœuds. Le tissu était littéralement cultivé ou structuré par un champ. Et ces technologies étaient accessibles partout. Les gens vivaient dans un monde où la matière obéissait au son. Puis ce monde s'est tu. L'équipement s'est arrêté. Ceux qui savaient régler les fréquences sont morts ou ont été détruits. Il ne reste que de belles chiffonneries et des légendes sur les artisanes du fil. Mais le plus choquant se cache dans les chiffres de la démographie. Les historiens nous parlent de guerres constantes, d'épidémies de peste et de famine. La population de l'Europe aurait diminué d'un tiers, voire de moitié. Mais en même temps, les volumes de dentelles et de textiles produits augmentent. C'est un non-sens mathématique. Si la moitié de la population est morte, qui travaillait? Qui formait les nouveaux maîtres? Former une dentelière de ce niveau prend 20 ans. Si le maître meurt, l'école s'interrompt. La chaîne de transmission du savoir se rompt. Mais la qualité des pièces dans les musées reste stablement élevée jusqu'à une date précise, après laquelle
survient une rupture brutale vers le primitivisme. Cette rupture coïncide avec les dates des catastrophes globales présumées que les chercheurs alternatifs appellent déluge du XVIIIe siècle ou catastrophe argileuse. Les usines se sont retrouvées ensevelies sous des couches de terre. Les premiers étages des bâtiments ont sombré sous terre, devenant des caves. C'est précisément là, dans ces caves, que siégeaient soi-disant les malheureuses dentellières aveugles. Mais en réalité, il y avait des machines qui se sont retrouvées murées. Nous marchons sur les toits de ces ateliers, sans soupçonner que sous nos pieds gisent des mécanismes capables d'habiller le monde entier de soieries en une semaine. Il y a encore une théorie effrayante. Et si ces dentelles n'étaient pas simplement des vêtements? Regardez leur structure comme un support d'information. Cela ressemble à des cartes perforées ou à des QR codes d'une complexité incroyable. Elles pourraient contenir des informations codées sur le génome, sur des cartes stellaires, sur des processus technologiques. Les gens qui portaient ces cols et ces manchettes portaient littéralement des bases de données sur eux. Peut-être était-ce un système d'identification ami-ennemi dans une société hautement technologique. Ou des champs protecteurs générés par la forme du motif, fonctionnant comme des antennes passives. Nous les regardons comme un décor, parce que nous sommes des sauvages qui ont perdu le sens. Nous voyons de la beauté là où il y avait une fonction. La perte de la fonctionnalité a mené au cargo culte de la mode. Nous copions la forme sans comprendre le contenu. Les épaulettes de généraux, les aiguillettes, les cols complexes. Tout cela est des rudiments d'appareils techniques qui fonctionnaient autrefois, brillaient, protégeaient ou transmettaient des données. Maintenant, ce n'est que de la quincaillerie. Nous sommes face au fait d'une substitution de concepts à l'échelle cosmique. On nous a convaincus que l'humanité rampait lentement hors des grottes, mais les artefacts crient que nous sommes les descendants dégénérés de titans. La dentelle, c'est une preuve contre la version officielle de l'histoire. Une preuve qu'il est impossible de falsifier, parce qu'aujourd'hui, avec toute notre électronique et nos lasers, nous ne pouvons pas créer une copie de ce qu'une paysanne analphabète aurait soi-disant fait à la lueur d'une torche. Maintenant que nous avons analysé l'impossibilité technique et l'absurde démographique de la version officielle, il est temps de poser la question principale, qui fait geler le sang dans les veines. À qui et pourquoi cette falsification grandiose a-t-elle été nécessaire? Pourquoi les historiens défendent-ils avec acharnement le mythe des vieilles aveugles et des torches, ignorant les faits évidents de production mécanique? La réponse est à la surface, mais elle est si cynique que notre esprit refuse de l'accepter. La destruction de la mémoire des hautes technologies du passé, c'est le fondement du pouvoir moderne. Si l'on reconnaît qu'il y a 200 ou 300 ans existait ici une civilisation surpassant la nôtre dans le travail avec la matière, s'effondre toute la conception de l'évolution de la société. S'effondre le mythe selon lequel l'État et la science nous mènent vers la lumière. Il s'avère que nous ne nous développons pas, mais dégénérons sur les ruines de géants. Et les élites qui dirigent le monde ne sont pas des créateurs de progrès, mais des geôliers cachant aux prisonniers la vérité sur leur grand passé. Rappelez-vous le mouvement des Luddites au début du XIXe siècle. À l'école, on nous racontait que c'étaient des ouvriers obscurantistes, ignorants, qui démolissaient les machines parce qu'ils craignaient de perdre leur travail. Quel mensonge monstrueux! Réfléchissez. Des ouvriers qui vivent grâce à la production détruisent les moyens de production? C'est un suicide. Et si on regardait cela sous un autre angle? Et si les Luddites n'étaient pas des rebelles, mais des escouades de nettoyage spécialement engagées? Leur objectif était la destruction des restes d'équipements hautement technologiques de l'ère précédente, que les nouveaux maîtres de la vie ne pouvaient ni réparer, ni reproduire.
Des complexes automatisés complexes, fonctionnant sur des principes inconnus, étaient anéantis à coups de masse, pour libérer la place aux machines à vapeur primitives qu'on nous a présentées comme le couronnement de la création. La révolution industrielle n'était pas un saut en avant, mais une purge d'épreuves. Il démolissait ce qu'il ne pouvait contrôler, et ce qui pouvait donner à l'humanité la liberté du lourd travail physique. Regardez la politique des musées. Pourquoi 90% des fonds de l'Ermitage, du Louvre ou de l'Institut Smithsonian sont fermés au public? On nous dit manque de place, restauration, fragilité des expositions. Mais les initiés et les chercheurs indépendants affirment autre chose. Dans les réserves reposent des objets impossibles à expliquer du point de vue de la chronologie officielle. Là reposent ces mêmes dentelles tissées de polymères qui ne se prêtent pas à l'analyse au carbone. Là reposent des tissus avec des fils métalliques incorporés d'une pureté obtenue uniquement sous vide. Si on exposait cela au grand jour, il faudrait réécrire les manuels de physique et de chimie. Il faudrait admettre que le tableau de Mendeleïev était connu et utilisé bien avant Mendeleïev. C'est pourquoi on nous montre seulement les expositions sans danger, celles qu'on peut, avec un certain forcing, attribuer au travail manuel. Et tous les artefacts gênants sont déclarés faux ou simplement cachés dans des sous-sols obscurs où l'accès est interdit même aux professeurs sans autorisation spéciale. Il y a encore un aspect, le terrorisme psychologique. Le mythe du travail de forçat des ancêtres est implanté dans notre conscience dès l'enfance, pour que nous ressentions de la culpabilité et de la gratitude envers le système. On nous dit « Regardez comme vos arrière-grand-mères vivaient dans la misère. Elles devenaient aveugles à la lueur des bougies pour que vous puissiez vivre dans le confort. » C'est une programmation à l'esclavage. On nous convainc que le travail lourd, monotone, destructeur de santé est la norme. C'est de l'héroïsme. Mais les dentelles crient le contraire. Nos ancêtres vivaient dans un monde d'abondance et de technologie, où la créativité était séparée de la routine. Les machines faisaient le travail, et les gens s'occupaient d'art et de science. Le système nous a volé cette vision de l'avenir, la remplaçant par l'image d'un passé souffrant. Ils veulent que nous pensions que nous sommes le sommet de l'évolution, alors qu'en réalité, nous sommes des descendants sauvages qui ont oublié comment fabriquer même un bouton, comme on le faisait il y a 300 ans. Analysons le comportement des élites du XIXe siècle. Elles commencent soudainement, comme sur commande, à porter des vêtements simplifiés. Le costume masculin se transforme en un morne fourreau noir. Les robes féminines perdent cette aérienne complexité. Pourquoi? Parce que les stocks dans les entrepôts sont épuisés. Les vieilles machines ont été détruites ou sont tombées en panne. Et les nouvelles, primitives, ne pouvaient produire que du tissu simple. Il y a eu un changement global de mode technologique. Ce n'était pas une évolution de la mode, c'était une crise des ressources. L'élite ne pouvait plus se permettre les nanotechnologies parce que la source était tarie. Et pour cacher cette honte, on a introduit une mode de la sévérité et de la retenue. Ils ont fait semblant que c'était intentionnel, un nouveau style et non une mesure forcée. C'est un classique de la manipulation. Si tu ne peux pas obtenir quelque chose, déclare-le démodé ou obsolète. Nous devons aussi prêter attention aux étranges incendies qui ont détruit les archives et les bibliothèques à travers le monde au XVIIIe et XIXe siècle. Ce n'étaient pas simplement des papiers qui brûlaient, c'étaient des plans, des schémas, des cartes technologiques. Quelqu'un balayait très méticuleusement les traces. L'information sur la façon de régler une machine pour tisser de la dentelle à une densité de 5000 nœuds par centimètre carré était plus dangereuse que la poudre. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Si ces technologies étaient restées accessibles au peuple, nous vivrions dans un monde complètement différent. Un monde sans pénurie,
son travail épuisant. Mais quelqu'un avait besoin de transformer l'humanité en un troupeau docile, occupé à survivre. Et la dentelle, c'est ce fil même, en tirant sur lequel on peut dévider tout ce peloton de mensonges. Ce n'est pas simplement un chiffon, c'est un témoin à charge au tribunal de l'histoire, qui reste encore à tenir. La situation s'enflamme jusqu'à l'extrême. Nous comprenons que nous avons été volés. On ne nous a pas simplement volé des technologies, on nous a volé la mémoire de nos capacités. Nous regardons la vitrine muséale et nous n'y voyons pas le savoir-faire d'une artisane, mais notre héritage dérobé. Ces objets ont été créés pour nous, pour des gens dont la vie devait être légère et belle. Mais on nous a forcés à croire que nous étions nés dans la boue. Et cela provoque non seulement de l'étonnement, cela provoque de la rage. De la rage face à la prise de conscience de l'ampleur de la trahison. Nous vivons dans des décors construits sur les ruines d'un monde plus parfait. Le tableau qui s'est formé de millions de nœuds microscopiques effraie par son ampleur. La dentelle du XVIIe et XVIIIe siècle, ce n'est pas simplement du textile, c'est la boîte noire d'une civilisation disparue, que nous avons ouverte, mais dont nous craignons de lire le contenu. Tous ces faits, la densité de tissage impossible pour l'œil humain, l'absence de micro-outils dans les couches archéologiques, la statistique démographique absurde et le recul technologique du XIXe siècle nous mènent à une unique conclusion logique. Nous vivons sur les ruines d'un monde qui a été détruit instantanément et globalement. L'histoire qu'on nous enseigne, c'est une courte pointe patchworkée à la hâte, destinée à cacher les cicatrices de l'amputation de la mémoire d'une humanité entière. Ceux qui ont survécu ou qui sont venus à leur place n'ont pas pu restaurer les technologies de maîtrise de la matière. Ils ont donc créé un simulacre, un cargo culte du progrès, où au lieu de contrôler la structure atomique de la substance, nous brûlons du charbon et du pétrole, empoisonnant la planète que nos prédécesseurs, à en juger partout, maintenaient en parfaite harmonie et pureté.